Chapitre 15. Le rêve de Nicanor Ivanovitch. Il est aisé de deviner que le gros au teint rougeau que l'on avait placé dans la chambre numéro 119 de la clinique était Nicanor Ivanovitch Bossoï. Ce n'est pourtant pas tout de suite qu'il s'était retrouvé chez le professeur Stravinsky. Il était d'abord passé par un autre endroit. De cet autre endroit, Nicanor Ivanovitch ne se rappelait pas grand-chose. Il gardait le souvenir d'un bureau, d'une armoire et d'un divan. Là-bas, alors que Nicanor Ivanovitch se mettait bizarrement à voir trouble sous l'effet de la congestion et des bouleversements émotionnels, on engagea avec lui une conversation. Mais cette conversation donna quelque chose de très étrange, d'embrouillé, et pour tout dire, ne donna rien du tout. La première question posée à Nicanor Ivanovitch fut la suivante. « Êtes-vous Nicanor Ivanovitch Bossoï, président du syndicat des locataires du numéro 302 bis rue Sadovaya ?» À cela, Nicanor Ivanovitch, éclatant d'un rire terrifiant, fit à la lettre cette réponse. « Je suis Nicanor. Sûr que je suis Nicanor, mais de quoi diable est-ce que je suis président ?»« Comment ça ?» demanda-t-on à Nicanor Ivanovitch en fronçant les sourcils. « Comment ça ?» répondit-il. « J'aurais été président, j'aurais dû voir tout de suite que c'était le démon. Parce que c'est quoi ça? Le pince-nez fendillé, c'est les habits, des loques. Comment il pouvait être interprète chez un étranger? »« De qui parlez-vous » demanda-t-on à Nicanor Ivanovitch. « De Korofiev » s'écria Nicanor Ivanovitch. « Il s'est logé chez nous dans l'appartement 50. »« Écrivez ! Korofiev ! Il faut lui mettre la main dessus, séance tenante. Écrivez ! Entrée numéro 6 par la porte principale. C'est là qu'il est. »« Où tu as eu les devises ?» demanda-t-on d'un ton bonhomme à Nicanor Ivanovitch. « Dieu est un, Dieu est grand, » déclara Nicanor Ivanovitch. « Il voit tout, moi je suis fichu. Je les ai jamais vus, moi. Je sais même pas à quoi ça ressemble, moi, les devises. Le Seigneur me punit pour mes péchés. » Poursuivit Nicanor Ivanovitch avec émotion, déboutonnant et reboutonnant sa chemise avec force signe de croix. « Oui, j'ai pris des pots de vin, j'en ai pris, mais en roubles de chez nous, en roubles soviétiques. J'ai inscrit des gens pour de l'argent, je l'avoue. Et notre secrétaire, Eskariev, lui aussi. Il se pose là. Je le dis comme c'est. On est tous des voleurs au comité. Mais des devises, jamais. » Quand on lui proposa d'arrêter de faire le pitre et de raconter comment les dollars s'étaient retrouvés dans le conduit d'aération, Nicanor Ivanovitch se jeta à genoux et se mit à se prosterner, la bouche grande ouverte, comme s'il voulait avaler un carreau du parquet en damier. « Faites-moi manger de la terre, meugla-t-il. Je vous mange de la terre, mais je suis innocent. Mais Korofiev, c'est le diable. » Toute patience à ses limites, et cette fois de l'autre côté du bureau, haussant la voix, on laissa entendre à Nicanor Ivanovitch qu'il serait temps qu'il parle un langage humain. C'est à ce moment-là que cette pièce au divan fut assourdie par un cri frénétique de Nicanor Ivanovitch, qui s'était dressé tout d'un coup. « Il est là! Il est derrière l'armoire. Là, il ricane. Et le pince-nez. Retenez-le. Aspergez d'eau bénite tout le local. » Le sang s'était retiré du visage de Nicanor Ivanovitch, et en tremblant, il moulinait des signes de croix, courait dans tous les sens vers la porte et retour, puis il se mit à psalmodier une prière et finit par raconter vraiment n'importe quoi. Il devint parfaitement clair que Nicanor Ivanovitch était incapable de soutenir une conversation. On le fit sortir, on le plaça dans une pièce à l'isolement où il se calma quelque peu, se contentant de prier et de renifler. On rendit évidemment une visite, rue Sadovaya, et on passa par l'appartement numéro 50. Mais on n'y trouva pas de Korofiev. Personne dans l'immeuble ne connaissait ou n'avait vu de Korofiev. L'appartement occupé par Feu Berlioz et Vitemalov, en déplacement à Yalta, était vide, et dans le bureau, les scellés de cire sur les bibliothèques étaient parfaitement intacts. On quitta donc la rue Sadovaya et on emmena aussi accablé qu'abasourdi le secrétaire du comité des locataires, Prolejnev. Le soir, Nicanor Ivanovitch fut conduit à la clinique de Stravinsky. Là, il se montra si agité qu'il fallut lui faire une piqûre sur ordonnance de Stravinsky, et c'est seulement après minuit que Nicanor Ivanovitch s'endormit dans la chambre 119 en émettant, de loin en loin, un profond beuglement de douleur. Mais plus l'heure avançait, moins son sommeil était lourd,
Il cessa de se retourner et de gémir, sa respiration se fit plus calme et plus régulière, et on le laissa seul. Alors, Nicanor Ivanovitch eut en rêve une vision dont la base, sans ombre de doute, était liée à ses émotions de la journée. Cela commença par le fait que Nicanor Ivanovitch vit des gens avec des trompettes d'or qui le menaient et très solennellement vers de grandes portes laquées. Devant ces portes, ses compagnons jouèrent comme un salut de bienvenue en l'honneur de Nicanor Ivanovitch, puis une voix de basse retentissante, venue du ciel, dit joyeusement « Bienvenue, Nicanor Ivanovitch. Rendez les devises. » Étonné au possible, Nicanor Ivanovitch vit au-dessus de sa tête un haut-parleur noir. Ensuite, allez savoir pourquoi, il se trouva dans une salle de théâtre où le plafond doré portait des lustres de cristal et les murs déquinquaient. Tout était comme il se doit dans un théâtre, petit de taille, mais très riche. Il y avait une scène fermée par un rideau de velours semé sur fond rouge cerise sombre, telles de petites étoiles figurant des images agrandies de pièces de 10 roubles or, une loge de souffleurs et même un public. Ce qui surprit Nicanor Ivanovitch, c'était que tout ce public était du même sexe, rien que des hommes, et tous, allez savoir pourquoi, barbus. En plus, ce qui frappait, c'est qu'il n'y avait pas de siège dans la salle du théâtre et que le public était assis sur un sol aussi magnifiquement ciré que glissant. Désorienté au milieu de cette assemblée aussi nombreuse qu'inconnue, Nicanor Ivanovitch, non sans avoir un peu hésité, suivit l'exemple des autres et s'assit, en tailleur, sur le parquet, trouvant une petite place entre un grand roux et un autre citoyen pâle et très mal rasé. Aucun des assis ne fit attention aux nouveaux spectateurs. Sur ce, on entendit le tintement ténu d'une clochette, la lumière s'éteignit dans la salle, le rideau s'ouvrit, et l'on vit une scène éclairée, avec un fauteuil, une petite table sur laquelle se trouvait cette clochette dorée, et puis le fond de scène, tendu de velours noir. On vit sortir des coulisses un artiste en smoking rasé de frais et coiffé avec une raie, jeune, les traits du visage fort avenants. Le public dans la salle s'anima et tout le monde se tourna vers la scène. L'artiste s'approcha de la niche du souffleur et se frotta les mains. « On reste à l'ombre ?» demanda son baryton chantant, et il sourit à la salle. « On reste à l'ombre, on reste à l'ombre » répondirent en chœur depuis la salle des ténors et des basses. Reprit pensivement l'artiste. Vous n'en avez toujours pas assez. Je ne comprends pas. Les autres, comme le monde, ils se baladent dans les rues, ils profitent du soleil et de la chaleur printanière, et vous, ici, par terre, vous restez à rien faire dans une salle qui sent le renfermer. Le programme est donc si passionnant? Ouais, bon, des goûts et des couleurs, conclut philosophe l'artiste. Ensuite, il changea de timbre de voix et d'intonation et déclara d'une voix sonore et joyeuse « Et donc le prochain numéro de notre programme est Nicanor Ivanovitch Bossoï, président d'un comité d'immeuble et directeur d'une cantine diététique. Appelons Nicanor Ivanovitch !» Une salve d'applaudissements répondit à l'artiste. Nicanor Ivanovitch, étonné, écarquilla les yeux, mais le conférencier, la main en visière pour se protéger des projecteurs, l'aperçut au milieu des assis et d'un geste bienveillant du doigt l'invita à monter sur scène. Nicanor Ivanovitch, sans avoir su comment, se retrouva sur la scène. La lumière des projecteurs d'en haut et d'en bas l'éblouit si bien que la salle et le public s'engloutirent tout de suite dans le noir. « Eh bien, Nicanor Ivanovitch, donnez-nous l'exemple, dit le jeune artiste d'un ton bonhomme, et rendez les devises. » Le silence tomba. Nicanor Ivanovitch respira profondément et dit tout bas « Mais je le jure, sur le bon Dieu, je... » Mais à peine avait-il prononcé ces mots que toute la salle éclatait en cris d'indignation. Nicanor Ivanovitch perdit tous ses moyens et se tut.
Pour autant que je vous comprenne, dit l'animateur du programme, vous aviez l'intention de jurer sur Dieu que vous n'avez pas de devise. Et il regarda Nicanor Ivanovitch avec commisération. C'est ça, j'en ai pas, répondit Nicanor Ivanovitch. Soit, reprit l'artiste. Mais pardon pour l'indiscrétion, d'où viennent alors les $400 découverts dans les toilettes de l'appartement dont vous-même et votre épouse êtes les seuls occupants? Ils sont magiques, dit quelqu'un visiblement ironique dans la salle obscure. Mais oui, magique, répondit timidement Nicanor Ivanovitch à l'inconnu. Peut-être à l'artiste, ou peut-être à la salle obscure. Et il expliqua. C'est le diable, l'interprète à carreaux, il me les aura collés. Et de nouveau, la salle gronda d'indignation. Quand le silence revint, l'artiste dit « Voilà quelle fable de Krylov! Il faut que j'écoute. Les $400, on les lui aura collés. Vous tous qui êtes là, tous des trafiquants de devises. Je m'adresse à vous, en tant que spécialiste. Est-ce que c'est une chose imaginable? » « On n'est pas des trafiquants de devises, » firent quelques voix vexées dans le théâtre. « Mais c'est une chose qui n'est pas imaginable. »« Entièrement de votre avis, » dit l'artiste d'un ton ferme. « Je vous le demande, qu'est-ce qu'on peut vous coller? »« Un bébé !» cria quelqu'un dans la salle. « Absolument exact, » confirma l'animateur du programme. « Un bébé, une lettre anonyme, une proclamation, une machine infernale, que sais-je, mais personne n'ira vous coller $400 parce que personne n'est idiot à ce point. » Et, se tournant vers Nicanor Ivanovitch, l'artiste ajouta sur un ton de tristesse et de reproche « Vous me décevez, Nicanor Ivanovitch, moi qui comptais sur vous. Et donc, notre numéro a échoué. » Dans la salle, on se mit à siffler Nicanor Ivanovitch. « C'est un trafiquant de devises !» criait-on dans la salle. « Nous, on est innocents. Et si on écope, c'est à cause de gens comme lui. » « Ne soyez pas si dur avec lui, » dit le conférencier avec douceur. « Il aura le temps de se repentir. » Et, tournant vers Nicanor Ivanovitch, des yeux bleus pleins de larmes, il ajouta « Eh bien, allez, Nicanor Ivanovitch, retournez à votre place. » Sur quoi, l'artiste fit tinter sa clochette et annonça d'une voix sonore « Entr'acte, bande de fripouilles !» Nicanor Ivanovitch, bouleversé d'être à sa grande surprise devenu acteur dans une espèce de programme théâtral, regagna sa place par terre. Là, il rêva que la salle sombrait dans une obscurité complète et des mots incandescents jaillissaient sur les murs. « Rendez les devises. » Ensuite, le rideau s'ouvrit à nouveau et le conférencier appela. « Je demande sur scène Sergueï Gerardovitch Dunchil. » Dunchil s'avéra être un homme de belle prestance, mais fort dépenaillé, âgé d'une 50aine d'années. « Sergueï Gerardovitch, » lui dit le conférencier, « voilà déjà plus d'1 mois et demi que vous êtes retenu ici, à refuser obstinément de rendre les devises que vous détenez alors que le pays en a besoin et que vous, elles ne vous servent strictement à rien. Mais vous vous obstinez quand même. Vous êtes un intellectuel, vous comprenez cela parfaitement et malgré tout, vous refusez de coopérer. » « Malheureusement, je n'y peux rien parce qu'il ne me reste plus de devises, » répondit tranquillement Dunchil. « N'auriez-vous pas au moins des diamants ?» demanda l'artiste. « Mais je n'ai pas de diamants non plus. » L'artiste prit l'air découragé et demeura pensif. Ensuite de quoi, il frappa dans ses mains. On vit sortir des coulisses une dame d'âge moyen, habillée à la mode, c'est-à-dire en manteau sans col et coiffée d'un tout petit chapeau. La dame avait l'air inquiet, mais Dunchil la regarda et ne fronça même pas les sourcils. « Qui est cette dame ?» demanda à Dunchil l'animateur du programme. « C'est ma femme, » répondit Dunchil avec dignité, et il regarda le long cou de la dame avec une certaine répulsion. « Voilà pourquoi nous vous avons dérangé, Madame Dunchil, » fit le conférencier en s'adressant à elle. « Nous voulions vous demander si votre époux possède encore des devises. »« Il a tout donné la première fois, » répondit Madame Dunchil, très émue. « Bien, » dit l'artiste, « si c'est comme ça, c'est comme ça. S'il a déjà tout donné, il faut que nous nous séparions séance tenante de Sergueï Gerardovitch. Nous n'y pouvons rien. Si vous voulez, vous pouvez quitter le théâtre, Sergueï Gerardovitch. » Et l'artiste fit un geste royal.
Dunchill se tourna avec calme et dignité et se dirigea vers les coulisses. « Une petite minute !» l'arrêta le conférencier. « Permettez-moi, en guise d'adieu, de vous montrer un dernier numéro de notre programme. » Et à nouveau, il claqua dans ses mains. Le rideau noir du fond s'ouvrit, et l'on vit s'avancer sur scène, en robe de bal, une jeune beauté qui portait un petit plateau doré sur lequel reposait une grosse liasse entourée de rubans de confiseur et un collier de diamants qui lançait de toutes parts des flammes bleues, jaunes et rouges. Dunchill fit un pas en arrière et son visage blêmit. La salle se figea. « 18 000 $ et un collier à 40 000 roubles or », annonça triomphalement l'artiste. « Voilà ce que Sergueï Gerardovitch faisait garder à Kharkov dans l'appartement de sa maîtresse, Ida Herkulanovna Vors, que nous avons le plaisir d'avoir devant nous et qui nous a aimablement aidés à découvrir ces trésors sans prix, mais sans usage, entre les mains d'un particulier. Merci beaucoup, Ida Herkulanovna. » La beauté sourit de toutes ses dents étincelantes et ses longs cils frémirent. « Et vous, sous votre masque de dignité, reprit l'artiste s'adressant à Dunchill, vous cachez une araignée vorace, un truqueur incroyable et un menteur. Pendant 1 mois et demi, vous nous avez tous harassés avec votre obstination butée. À présent, rentrez chez vous, et que l'enfer que votre femme vous réserve vous serve de châtiment. » Dunchill chancela et était prêt à s'effondrer, semble-t-il. Mais des mains compatissantes le soutinrent. C'est là que le premier rideau tomba, cachant tous ceux qui se trouvaient sur scène. Des applaudissements frénétiques firent trembler la salle, au point que Nicanor Ivanovitch eut l'impression que les lumières des lustres s'étaient mises à pétiller. Et quand le premier rideau remonta, il n'y avait plus personne sur scène, sinon l'artiste solitaire. Il eut droit à une deuxième salve d'applaudissements, salua et dit: « En la personne de ce Dunchill, ce que nous avons présenté dans notre programme, c'est un âne typique. J'ai eu le plaisir de le dire hier, n'est-ce pas, que conserver des devises était une absurdité. Personne ne peut les utiliser, en aucune circonstance, je vous assure. Prenons ne serait-ce que ce Dunchill. Il touche un salaire formidable, il n'a besoin de rien, il a un appartement splendide, une épouse et une maîtresse qui est une beauté, et non, au lieu de vivre tranquille et sans problème, sans autre histoire, après avoir livré ses devises et ses bijoux, ce crétin assoiffé d'argent a quand même réussi à se faire dévoiler devant tout le monde, et, cerise sur le gâteau, à se concocter les soucis domestiques les plus graves. Et donc, qui les rend ? Pas d'amateur ? En ce cas, le prochain numéro de notre programme est un talent dramatique bien connu, l'artiste Sava Potapovitch Blablatinov, invité spécialement, qui nous représentera des extraits du Chevalier avare du poète Pouchkine. Le Blablatinov annoncé ne tarda pas à apparaître sur scène et se révéla être un homme massif, musculeux, rasé de frais, en frac et cravate blanche. Sans préambule inutile, il se composa une mine sombre, fronça les sourcils et parla d'une voix artificielle tout en lorgnant la clochette dorée. « Comme un blanc-bec attend son rendez-vous avec je ne sais quelle embobineuse. » Et Blablatinov confessa toutes sortes de choses pas bien du tout. Nicanor Ivanovitch entendit Blablatinov avouer qu'il y avait eu une veuve, je ne sais quoi, malheureuse, qui s'était tenue devant lui agenouillée sous la pluie, mais qui n'avait pas touché le cœur ranci de l'artiste. Avant son rêve, Nicanor Ivanovitch ne connaissait pas du tout les œuvres du poète Pouchkine, mais ce dernier, il le connaissait parfaitement, et plusieurs fois par jour, il prononçait des phrases comme « Et qui c'est qui va payer le loyer ? C'est Pouchkine ?» Ou bien « L'ampoule de l'escalier, c'est Pouchkine donc qui l'a dévissée ? Le pétrole donc, c'est Pouchkine qui va l'acheter ?» À présent, découvrant l'une de ses œuvres, Nicanor Ivanovitch se sentit accablé de tristesse. Il s'imagina cette femme agenouillée avec ses orphelins sous la pluie et pensa malgré lui « Il se pose là, dites donc, ce Blablatinov. » Et lui, haussant toujours la voix, il continuait de se repentir et acheva d'embrouiller Nicanor Ivanovitch parce que soudain, il se mit à s'adresser à quelqu'un qui n'était pas sur scène, et parlant pour cet absent, il se répondait à lui-même, et ce faisant, il s'appelait tantôt souverain, tantôt baron, tantôt père, tantôt fils, et se disait tantôt vous et tantôt tu. Nicanor Ivanovitch ne comprit qu'une seule chose,
à savoir que l'artiste était mort d'une mauvaise mort après avoir crié « Mes clés, parce qu'il s'était effondré sur le sol en râlant et arrachant sa cravate avec précaution. Après avoir été mort, Blablatinov se releva, épousta son pantalon de soirée, sourit d'un sourire chafouin et s'éloigna sous de maigres applaudissements. Et le conférencier, lui, s'exprima ainsi. « Nous venons d'écouter une remarquable interprétation du chevalier avare par Sava Potapovitch. Ce chevalier espérait que la foule riante des nymphes accourait vers lui et qu'il lui arriverait encore plein d'autres choses agréables du même genre. Mais, comme vous voyez, rien de tout ça n'est arrivé. Aucune nymphe n'est accourue vers lui, les muses ne lui ont pas déposé leurs offrandes et personne n'a construit des palais, mais au contraire, il a fini très mal. Il a crevé à tous les diables d'une attaque sur sa malle avec ses devises et ses bijoux. Je vous préviens que vous aussi, il vous arrivera quelque chose dans ce genre-là, voire pire, si vous ne livrez pas vos devises. » Est-ce la poésie de Pouchkine qui fit un tel effet ou le discours en prose du conférencier? Toujours est-il que soudain, dans la salle, s'éleva une voix timide. « Je livre mes devises. »« Je vous en prie, montez sur scène !» invita poliment le conférencier en scrutant la salle obscure. On vit monter sur scène un petit citoyen blond, qui, à en juger d'après sa mine, ne s'était pas rasé depuis 3 semaines. « Pardon, comment vous appelez-vous » s'enquit le conférencier. « Nikolai Kanivotov » répondit timidement l'apparu. « Ah, enchanté, citoyen Kanivotov. Et donc ?»« Je les livre. » dit à voix basse Kanivotov. « Combien ?» $1000 et 20 pièces de 10 en or. « Bravo, c'est tout ce que vous avez ?» Le meneur de revue fixa Kanivotov droit dans les yeux et Nikanor Ivanovitch eut même l'impression que ses yeux émettaient des rayons qui traversaient Kanivotov de part en part, comme des rayons X. La salle retint son souffle. « Je vous crois !» s'exclama enfin l'artiste, sur quoi le feu de ses yeux s'éteignit. « Je vous crois !» Ses yeux ne mentent pas. Combien de fois vous ai-je dit que votre erreur principale est de sous-estimer l'importance du regard humain? Comprenez que la langue peut cacher la vérité, mais les yeux, jamais. On vous pose une question inattendue, vous ne tressaillez même pas, vous vous maîtrisez à la seconde et vous savez ce que vous devez dire pour cacher la vérité, et vous le faites d'une façon tout à fait convaincante, et pas un pli de votre visage ne bougera, mais hélas, la vérité, surprise par la question posée, jaillit juste une seconde du fond de l'âme dans les yeux. Et tout est fini. On la remarque. Et vous êtes pris. Après avoir prononcé, et avec quelle passion, ce convaincant discours, l'artiste s'enquit aimablement auprès de Kanivotov. « Où sont-ils donc cachés ?»« Chez ma tante, Dinamitova, rue Prechinstenka. »« Ah, c'est... Attendez, chez Klavdia Ilynichna, c'est ça ?»« Oui. » « Ah oui, une petite maison particulière, et avec un petit jardin devant, c'est ça? Ah mais je connais. Et où donc les avez-vous fourrés? »« Dans la cave, dans une boîte de bonbons Einem. » L'artiste eut un geste d'accablement. « A-t-on déjà vu quelque chose de semblable ?» s'écria-t-il avec douleur. « Mais ils vont moisir dedans, ils vont prendre l'humidité. Mais a-t-on idée de confier des devises à des gens pareils, hein? Une candeur d'enfant, je vous jure !» Kanivotov avait bien compris qu'il avait fait une bévue et s'était mis dans un mauvais pas. Il laissa retomber ses longues mèches. « L'argent, poursuivit l'artiste, il faut le garder à la banque d'État, dans des locaux spéciaux, bien secs et bien gardés, et pas du tout dans la cave de votre tante, où les rats, entre nous soit dit, pourraient leur faire un sort. Vraiment, vous devriez avoir honte, Kanivotov. Vous n'êtes pas un enfant tout de même. » Kanivotov ne savait plus où se mettre. Il ne faisait plus qu'agacer du doigt le pan de son petit veston. « Bon, enfin, poursuivit l'artiste radouci, sans rancune. » Et soudain, il ajouta à brûle-pourpoint. « Tiens, à propos, tant qu'on y est, pour ne pas faire rouler la voiture pour rien, la tante, elle aussi, elle en a, non ?» Kanivotov, qui était loin de s'attendre à un tel retournement, tressaillit, et le silence tomba sur le théâtre. « Ah, Kanivotov !» dit le conférencier sur un ton de reproche non dénué de tendresse. « Et moi qui le félicitais! Tenez, et hop, il fiche tout en l'air sur un coup de tête. C'est absurde, ça, Kanivotov. Je viens juste de parler des yeux. On le voit bien qu'elle en a, la tante. Bon, pourquoi vous nous torturez pour rien? »« Oui,
lança Kanivotov, dans un cri. « Bravo !» cria le conférencier. « Bravo !» reprit la salle dans un hurlement terrible. Quand tout se fut apaisé, le conférencier félicita Kanivotov, lui serra la main, lui proposa de le ramener chez lui en voiture et ordonna à quelqu'un en coulisses de profiter de la voiture et d'inviter la tante au théâtre pour le programme féminin. « Oui, je voulais vous demander, la tante n'a pas dit où elle les cachait, les siennes ?» s'enquit le conférencier, proposant aimablement à Kanivotov une cigarette et du feu. Celui-ci, aspirant une bouffée, eut une sorte de rictus de regret. « Non, mais je vous crois, répliqua l'artiste en soupirant. « Ah, cette vieille pisse-vinaigre. Je ne dis pas à son neveu, même au diable, elle ne l'avouera pas. Mais quoi, tentons d'éveiller ce qui lui reste d'humanité. Peut-être toutes les cordes ne sont-elles pas encore pourries dans sa petite âme d'usurière. Bonne chance, Kanivotov. » Et le bienheureux Kanivotov s'en alla. L'artiste s'enquit de savoir s'il n'y avait pas d'autres volontaires pour rendre leur devise, mais on lui répondit par le silence. « Des rigolos, je vous jure !» fit l'artiste en haussant les épaules, et le rideau le dissimula. Les lampes s'éteignirent. L'obscurité régna un certain temps, et dans le lointain on entendait un ténor nerveux qui chantait. Des masses d'or que nul ne voit, des masses d'or qui sont à moi. Puis, on ne sait où, on entendit à 2 reprises le son étouffé d'un applaudissement. « C'est une petite dame qui livre ses devises au théâtre féminin », fit soudain le rouquin barbu que Nicanor Ivanovitch avait pour voisin, et soupirant, il ajouta « Ah, s'il n'y avait pas mes oies, moi, mon bon monsieur, j'ai des oies de combat, à Lianozovo. Elles vont crever, j'en ai peur sans moi. Moi, c'est fragile, l'oiseau de combat, ça demande du soin. Ah, s'il n'y avait pas mes oies, moi, les Pouchkines, c'est pas ça qui m'impressionne. » Et il se mit à soupirer. Ici, la salle s'alluma de tous ses feux et Nicanor Ivanovitch vit dans son rêve se ruer à l'intérieur par toutes les portes de la salle des maîtres queues en toque blanche brandissant des louches. Des marmitons tirèrent dans la salle une marmite pleine de soupe et un plateau couvert de tranches de pain noir. Les spectateurs s'animèrent, les joyeux maîtres queues couraient entre les spectateurs, versaient la soupe dans des écuelles et distribuaient le pain. « Bon appétit, les gars !» criaient les cuisiniers. « Et livrez les devises. Pourquoi vous perdez votre temps ici? Ça vous plaît de manger ce brouet? On rentre chez soi, on boit un petit coup, on se casse une bonne croûte, peinard. »« Toi, par exemple, grand-père, pourquoi tu viens moisir ici ?» demanda d'un ton bonhomme à Nicanor Ivanovitch, un gros cuisinier au cou framboise en lui tendant une écuelle dans laquelle flottait une feuille de chou solitaire. « J'ai rien, je te dis !» hurla d'une voix terrible Nicanor Ivanovitch. « Tu comprends que j'ai rien ?»« Rien ?» gronda le cuisinier d'une voix menaçante. « Vous avez rien ?» demanda-t-il d'une tendre voix féminine. « Il n'y a rien, » se mit-il à chuchoter d'une voix rassurante en devenant l'infirmière Praskovia Fyodorovna. Cette dernière secouait doucement par l'épaule un Nicanor Ivanovitch qui gémissait dans son sommeil. Alors, les cuisiniers fondirent et le théâtre et son rideau se désintégrèrent. Nicanor Ivanovitch, en dépit des larmes qui lui voilaient les yeux, distingua sa chambre d'hôpital et 2 personnes en blouse blanche. Mais ce n'était pas du tout des cuistots délurés qui distribuaient leurs conseils aux gens, mais un docteur et cette Praskovia Fyodorovna qui tenait dans ses mains non pas une écuelle, mais une soucoupe recouverte de gaz, avec dessus une seringue. « Mais c'est quoi ça ?» se plaignait amèrement Nicanor Ivanovitch pendant qu'on lui faisait sa piqûre. « Mais j'ai rien, moi, un point c'est tout. Que Pouchkine les leur livre, ces devises. Il n'y a rien chez moi. » « Il n'y a rien, » reprenait la brave Praskovia Fyodorovna le rassurant. « Rien, c'est rien. » Nicanor Ivanovitch se sentit mieux après sa piqûre et dormit d'un sommeil sans rêve. Mais à cause de ces cris, l'inquiétude se transmit à la chambre 120, où le malade se réveilla et se remit à chercher sa tête, et à la 118, où le maître inconnu fut repris par son anxiété et se tordit les mains d'angoisse en regardant la lune et en repensant à cette amère dernière nuit d'automne de sa vie, à la bande de lumière sous la porte et aux cheveux défaits. De la chambre 118, par le balcon, l'anxiété se transmit à Ivan qui se réveilla et fondit en larmes.
Mais le médecin eut au fait d'apaiser tous les anxieux, tous les esprits endeuillés, et ils commencèrent à se rendormir. Le dernier à sombrer dans le sommeil fut Ivan, alors que l'aube commençait déjà à se lever sur la rivière. Sous l'effet du médicament qui avait envahi son corps, le calme lui était venu comme une vague qui l'aurait recouvert. Son corps fut soulagé, et la douce brise de l'endormissement passait, toute fraîche, sur sa tête. Il s'endormit, et la dernière chose qu'il entendit fut le pépiment d'avant l'aube des oiseaux dans la forêt. Mais eux aussi, ils se turent très vite, et il rêva que le soleil descendait déjà sur le mont Chauve, et qu'elle était, cette colline, encerclée par un double cordon de garde.